On peut protester, on peut expliquer qu'on va continuer à aider l'Ukraine et avoir... mais on ne peut pas, on va dire, tordre le réel. Cette négociation doit avoir lieu avec les Russes. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Alors la Russie a revendiqué la prise de la ville de Pokrovsk, ce qui a d'ailleurs été nié par certains canaux ukrainiens. Quelles conséquences stratégiques pour l'Ukraine ? Alors, oui, cette reconnaissance, en fait, cette annonce de la part des Russes de la conquête de la totalité de Pokrovsk vient d'abord après une bataille qui a été longue, de plusieurs mois pour la conquête de cette ville. Ville d'importance, je réponds d'abord à votre question et ensuite j'expliquerai la dissonance entre les canaux de communication de part et d'autre. Mais pour revenir sur la question du terrain, Pokrovsk représente une grande agglomération au sud de l'oblast de Donetsk. C'était une place importante, pourquoi ? Parce que c'est un nœud de communication, en particulier ferroviaire, qu'il y a des accès à des autoroutes qui mènent vers Slaviansk et Kramatorsk, qui sont les deux gros bastions ukrainiens qui restent dans le Donbass. Il y a la ville de Siversk aussi, qui est importante, Konstantinovka, mais il reste un certain nombre de villes, un chapelet de villes dans les mains de l'Ukraine, mais la conquête de Pokrovsk, quelque part, stratégiquement, offre des perspectives pour les Russes pour développer des attaques contre ces citadelles. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le fait que les Russes annoncent cette conquête et que certains canaux ukrainiens continuent à dire que l'Ukraine résiste à Pokrovsk, est important parce que quand on parle de Pokrovsk, on oublie la ville de Mirnograd, qui est juste à côté, dans laquelle se trouvent actuellement encerclés, plusieurs centaines de soldats ukrainiens, c'est-à-dire que la garnison se battait pour cette ville, n'a pas pu être évacuée à temps, et la NAS s'est refermée. Les Russes, aujourd'hui, contrôlent tous les accès à cette ville, empêchent son ravitaillement en armes, en vivres. Les Ukrainiens ont encore de quoi tenir, mais ils ne peuvent plus être ravitaillés, ni même par drone. C'est très compliqué. Donc actuellement, on va dire, la situation à Mirnograd, qui est une ville quasiment jumelle de Pokrovsk, à l'est, est désespérée. La situation est désespérée pour les Ukrainiens. Et donc l'annonce par les Russes de cette conquête qui était quasiment acquise, les Russes ont conquis depuis plusieurs semaines 95% de Pokrovsk. Les Ukrainiens résistaient dans quelques barres d'immeubles, quelques quartiers au nord-est de la ville. Et donc là, selon les Russes, ces zones ont été conquises. Et les Ukrainiens, pour le narratif, c'est toujours la façon dont ils procèdent, continuent à dire non, nous continuons à résister. Malheureusement, cette question de privilégier le narratif sur la tactique militaire leur a coûté déjà beaucoup d'hommes. C'est produit avec Pokrovsk-Mirnograd, le même phénomène qui s'est produit précédemment, qui a été inauguré à Bakhmout, ensuite à Advivka, ensuite à Vuhledar, ensuite à Soudja, et maintenant à Pokrovsk-Mirnograd, qui est la fameuse tactique des Russes du chaudron. Au lieu, à chaque fois, de retirer les garnisons, l'état-major ukrainien maintient coûte que coûte la présence des soldats jusqu'à, comme ça a été le cas pour Advivka, que la garnison se fasse complètement anéantir. Pour Soudja, ça a été à deux doigts, mais les Ukrainiens ont perdu énormément d'hommes pendant cette opération. Quand je parle de Soudja, c'est sur le territoire russe. C'était le saillant de Soudja, dans l'oblast de Koursk, sur le territoire russe, dans lequel, pendant plusieurs mois, on va dire en plus de 6 mois, les Ukrainiens ont maintenu une présence militaire que les Russes ont tenté de réduire et qui leur a coûté énormément d'hommes et de matériel. Donc cette technique des sacs à feu, enfin des chaudrons, est extrêmement coûteuse, et beaucoup en Ukraine se demandent quelle est la pertinence de continuer
quand on sait le problème de pénurie d'hommes, à la fois au recrutement, du vieillissement de l'armée ukrainienne, où la moyenne d'âge continue à augmenter et où il y a de moins en moins de soldats jeunes à venir reformer les lignes, quelle est la pertinence de perdre des unités qui en général sont des unités bonnes, des bonnes unités de combattants, et pourquoi perdre ces combattants simplement pour expliquer aux Alliés et à Donald Trump en particulier aux États-Unis que l'Ukraine est capable de tenir. C'est une vraie question aujourd'hui en Ukraine. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu se replier sur des positions de défense déjà préétablies et quelque part abandonner ces territoires, on va dire, qui à chaque fois ne sont pas d'une importance vitale. L'importance stratégique de Bakhmout, celle d'Avdiivka un peu plus, puisque c'était vraiment un bastion ukrainien à l'ouest de Donetsk qui permettait aux Ukrainiens d'avoir la ville de Donetsk conquise par les Russes dans la ligne de leurs canons et de maintenir une insécurité de la présence russe à Donetsk, de pouvoir continuer à bombarder le centre-ville. Là, il y avait effectivement une question, on va dire, d'importance pour les Russes. Pour Bakhmout, il n'y avait aucune stratégie, aucune importance véritablement stratégique dans la ville, si ce n'est que le maintien de la garnison, le maintien d'une présence ukrainienne, la défense de la forteresse Bakhmout, pour laquelle les soldats ukrainiens avaient même composé une chanson. Il y a un hymne à Bakhmout, forteresse Bakhmout, voilà. Que les Ukrainiens tenaient à ce point pour montrer qu'ils tenaient le front. En réalité, ça leur a coûté énormément de troupes et ça a affaibli l'effectif de la contre-offensive ukrainienne qui a eu lieu à l'automne 2023. Ça remonte un peu, mais c'est important d'expliquer la psychologie où l'état-major et l'exécutif ukrainien, c'est-à-dire le bureau de Zelensky, demande aux soldats de maintenir une présence coûte que coûte, de tenir la ligne, alors que les effectifs se ramifient. Les drones ne sont pas plus suffisamment nombreux pour empêcher les incursions russes, même s'ils peuvent les freiner, et qu'on assiste à un mouvement inexorable de conquête des Russes, au point qu'aujourd'hui les Américains sont absolument persuadés que les portions de territoire que Vladimir Poutine réclame dans ces négociations, les Russes les conquéreront à un moment par la force, si ce n'est pas par la négociation. Voilà pourquoi peut-être le voyage de Steve Witkoff en ce moment à Moscou aujourd'hui avec Jared Kushner est là certainement pour parler de ces questions de territoire, avec une forte volonté de la part des Américains d'imposer leur cession aux Ukrainiens et d'accéder aux demandes des Russes. Et donc, cela va-t-il changer quelque chose dans les négociations de paix ? Alors, le cas de Pokrovsk, on va dire, puisqu'on arrive à la phase finale et que tout le monde sait, tout commentateur honnête, je précise parce que sur certaines chaînes françaises, on n'a pas des commentateurs honnêtes et on a des gens qui continuent à tresser des lauriers et à inventer des victoires ou des résistances alors qu'il n'y en a plus. Pour tout commentateur honnête, Pokrovsk s'était perdu depuis longtemps. Il n'y a pas de déclic particulier. Symboliquement, les Russes le reconnaissent aujourd'hui au moment où les négociations qui vont achoper forcément sur des questions de cession de territoire. Ça va être un des points principaux discutés. L'autre point étant la question des garanties de sécurité. Et là, c'est touchy pour les Russes, puisque les Russes ne veulent pas de l'OTAN à leurs frontières. Donc, donner des garanties de sécurité dignes d'un pays de l'OTAN, avec l'article 5 aux Ukrainiens, sans dire les Ukrainiens font partie de l'OTAN, c'est un petit peu compliqué à vendre aux Russes. Donc il va y avoir ce conflit. C'est actuellement là-dessus que les discussions butent inexorablement. Mais bon, de toute façon, le statut et la question de la ville de Pokrovsk vient, on va dire, ajouter à la compréhension par les Américains du fait que les Russes avancent et qu'ils conquièrent place forte après place forte. Alors par ailleurs, hier à Paris, Emmanuel Macron a de nouveau tenté de promouvoir un plan de soutien au président ukrainien Zelensky, alors que celui-ci semble davantage tourné vers les États-Unis.
Est-ce que notre président serait-il à côté de la plaque? Alors, c'est une bonne question parce que, en effet, on peut se poser la question systématiquement apparaître ou avec Zelensky ou voler à son secours ou, on va dire, former un sommet de la coalition des volontaires. C'est souvent la tactique utilisée, c'est-à-dire que quand il y a une difficulté, paf, on réunit les Européens et on propose quelque chose. On fait comme si on avait voix au chapitre. Alors, les Européens ont voix au chapitre, je précise. Ils sont là, principalement, leur rôle a été fixé par Donald Trump dans la véritable vassalisation de l'Europe. Ils sont là pour payer l'armement de l'Ukraine, pour payer un certain nombre on va dire, de fonctions, pour permettre à l'Ukraine de rester sur pied. Et ça, c'est le contribuable français, allemand, anglais qui va en faire les frais. On ne lui a pas demandé son avis, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas tellement tenu non plus en compte l'état des économies respectives de nos pays, en particulier celle de la France en ce moment, où tous les voyants ou presque sont au rouge. Et finalement, le français commence à s'interroger de savoir pourquoi continuerait à donner de l'argent à l'Ukraine alors qu'il y a beaucoup de choses à faire chez nous, y compris des combats à mener ici. Je pense en particulier au narcotrafic. Donc on est on va dire, une posture dans laquelle des politiques, parce qu'il n'y a pas que Emmanuel Macron, il est, on va dire, relayé presque sur sa droite, dépassé par Jean-Noël Barrot, qui fête à grands coups de tweet aujourd'hui célèbre la naissance de l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Donc chaque prétexte est tiré pour, on va dire, mettre en avant l'Ukraine, montrer qu'on est là. On peut montrer qu'on est là. On n'en avait pas douté que Emmanuel Macron, avait-il besoin de convoquer Volodymyr Zelensky? Volodymyr Zelensky avait-il besoin de s'exprimer alors qu'on sait qu'il a de facto adhéré au plan de Trump? Ça fait partie des particularités du président qui est le nôtre. Voilà. Et d'ailleurs, les scandales de corruption en Ukraine pèsent-ils aujourd'hui sur Zelensky? Oui, indéniablement. Volodymyr Zelensky a vu ces scandales de corruption le rattraper ultra rapidement. Je pense qu'il n'imaginait pas qu'il serait atteint à ce point, au point que son bras droit, l'homme sur lequel il a reposé, on va dire, la composition de son gouvernement, puisque Yermak, personne ne pouvait accéder à Zelensky en Ukraine sans passer par Yermak. Andrei Yermak, c'est le fidèle des fidèles, celui qui l'a accompagné depuis sa campagne électorale en 2014. Même avant, dès 2011, il est, au moment où Zelensky est un homme du showbiz, Yermak est avec lui, et il va progressivement se transformer en monsieur international, et beaucoup plus que ça, puisque c'est lui qui va de facto agir comme Premier ministre de l'Ukraine, en fait. Donc l'homme sur qui Zelensky... mais j'insiste sur l'importance de l'amitié et de l'association de ces deux hommes, puisque quand les nécessités du front, l'évolution du front le nécessitait, Zelensky et Yermak passaient des heures ensemble avec leurs conseillers dans le bunker souterrain de Kiev, dormaient dans ce même bunker, pas très loin l'un de l'autre. C'est fusionnel entre eux, et là, contraint par l'enquête menée par le bureau d'investigation anticorruption NABU, épaulé par le volet judiciaire lié au parquet ukrainien SAPO, Zelensky n'a pas eu d'autre choix que de sacrifier son bras droit. Auparavant, le ministre de la Justice avait été atteint par un autre scandale. C'est deux scandales différents. Il y en a un lié à l'électricité, l'autre lié à de l'armement et des sommes versées pour aider l'Ukraine, qui est en train de toucher Yermak et dont on estime que certaines ramifications pourraient aller jusqu'en Europe, en Estonie en particulier, mais même jusqu'à certains
sénateurs américains qui seraient aussi impliqués dans ce scandale de corruption. Je mets un serait parce qu'on n'a pas tous les éléments, c'est des indications qui ont été nommées, mais on sent bien, et c'est ça qui est important, que les Américains qui pilotent ces deux agences anticorruption en ont sous le pied, pour utiliser cette expression, c'est-à-dire qu'il il va forcément y avoir autre chose. Ce qui explique d'ailleurs que Yermak ait démissionné, alors que rien officiellement ne lui était reproché, et ce qui explique que Zelensky ait accepté sa démission. Donc on est face à un scandale conséquent. Les Russes ont depuis longtemps, d'ailleurs, on le sait par la voix de Kirill Dmitriev, surnommé Yermak Alibaba. Voilà, voilà, les Russes en parlent de cette façon. Alibaba et les 40 voleurs, quoi. Voilà. Donc le scandale est conséquent. Et ce scandale, il fait qu'aujourd'hui, les Américains ont un vrai moyen de pression sur les Ukrainiens. Beaucoup plus que précédemment. Et peu importe ce que disent les Européens. D'ailleurs, ce qui est quand même incroyable, je vais vous citer Emmanuel Macron hier, lors de la conférence de presse que j'ai écoutée, j'ai noté ça. Il dit, est-ce que notre rôle, à propos du scandale de corruption, est-ce que notre rôle est de donner des leçons à l'Ukraine? Pas vraiment. Il a pu nous arriver d'avoir des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante. Est-ce que en France, des politiques, des gens au pouvoir, ont-ils détourné de l'argent destiné à nos soldats, à notre défense, ou ont-ils touché des pots de vin à travers des sous-traitants d'EDF? Je ne suis pas au courant, je l'ignorais. Mais cette façon de minimiser un scandale notable, que même les Ukrainiens auquel même les Ukrainiens s'attendaient et contre lequel les Ukrainiens ont déjà protesté. Parce que ces deux agences, le 22 juillet dernier, Zelensky et Yermak ont tenté de les mettre sous la coupe présidentielle, donc finalement d'arrêter les enquêtes qui étaient diligentées un peu contre eux. Donc, et les Ukrainiens étaient descendus dans la rue à l'époque, malgré la guerre, pour dire non, cette corruption, on en a assez, et cette corruption, elle profite aux gens autour de Zelensky. Et le scandale, il est quand même là. Donc là, aujourd'hui, face à Trump, difficile de dire non, je ne vais pas accepter ton plan. Parce que ce que va dire Trump, il dit bon, je vais laisser les agences continuer leur travail. Je précise que NABU, le bureau d'investigation, est épaulé par le FBI qui a lui-même un bureau dans les locaux de NABU à Kiev. Voilà, pour préciser que c'est vraiment les Américains qui pilotent et qui sont parfaitement au courant de toute la corruption qui a eu lieu depuis le début du conflit. On rappelle que Donald Trump, dans des premières discussions avec Volodymyr Zelensky, avait exigé un audit des sommes investies en Ukraine, en aide ukrainienne à l'Ukraine depuis le début du conflit. Et il avait précisé d'ailleurs aussi qu'il s'agissait pour les États-Unis d'opérer un retour sur investissement, notamment à travers les terres rares. Souvenez-vous, ça avait été un grand débat. C'est-à-dire qu'à l'époque de Biden, on expliquait que c'était un don pour garantir la liberté, l'indépendance d'une nation injustement agressée, etc. On venait au secours de cette nation. Avec Trump, on est sur un retour sur investissement. C'est pas du tout la même chose. Trump est là pour faire de l'argent. Il n'est pas là pour faire de la morale. Il n'est pas là pour décider qui est bien, qui est mal. Et s'il peut faire de l'argent avec les Russes, il le fera. C'est une cruelle réalité, c'est immoral totalement. C'est malheureusement la réalité que nous offrent les États-Unis aujourd'hui. On peut protester, on peut expliquer qu'on va continuer à aider l'Ukraine et avoir... mais on ne peut pas, on va dire, tordre le réel. Cette négociation doit avoir lieu avec les Russes. L'urgence du champ de bataille le dicte. Le scandale de corruption nous dicte aussi de mettre fin à ce type de pratique, ou en tout cas à tenter de le faire pour l'avenir de l'Ukraine. Et ce n'est pas en entretenant une fiction d'une victoire qui de toute façon ne se produira pas, regardons le sort des armes tout simplement sur le champ de bataille, qu'on parviendra à sauver l'Ukraine d'une quelconque façon. Alors pour revenir une dernière fois sur Emmanuel Macron, ce matin sur Europe 1, Nicolas Dupont-Aignan a accusé Emmanuel Macron de vouloir, je cite, « saboter la paix ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Nicolas Dupont-Aignan est dans un rôle qui est traditionnellement le sien. Il n'est pas le seul d'ailleurs à, je dirais,
décrire toute initiative d'Emmanuel Macron comme négative. Moi, je pense qu'il n'y a pas délibérément de manière de saboter la paix, mais on remarque quand même qu'à chaque fois qu'il y a une annonce d'un plan qui va vers un processus de paix, immédiatement Emmanuel Macron prend le parti d'agiter par exemple la menace russe. Il l'avait fait au moment de la présentation du premier plan, du nouveau plan américain, il y a à peu près une semaine et demie, le plan Vitkov-Dimitriev, plan en 28 points, outrageusement en faveur de la Russie d'ailleurs, mais ce n'est pas la question, c'est que à l'époque où Volodymyr Zelensky lui-même avait salué le nouvel effort des Américains pour obtenir une paix juste, etc., Emmanuel Macron, dans une conférence de presse alors en Angola, où il rendait visite à des chefs d'État et où il tenait un sommet, Emmanuel Macron avait expliqué que la Russie était la seule à ne pas vouloir négocier la paix dans cette histoire, prenant finalement le temps, s'écartant de l'objet de son voyage, pour réitérer face à ses interlocuteurs et face aux caméras, tous les dangers que représente la Russie. Vous savez, on sortait de la séquence Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, nous expliquant dans un premier temps que dans 3 ans ou 4 ans, il y aurait un choc avec la Russie et que les Français devaient se préparer, je le cite, à accepter de perdre leurs enfants. Ça, c'était... voilà, on était dans cet épisode-là. Et donc Emmanuel Macron, au lieu de se réjouir qu'une nouvelle initiative de paix soit proposée par les Américains, eh bien, a pris le parti systématiquement de désigner l'adversaire, d'expliquer que la Russie devait être... qu'on ne pouvait pas céder à Poutine, etc., etc. Vous savez, ce qui est quand même assez intéressant dans cette on va dire... séquence, c'est de constater que ce soit Ursula von der Leyen, que ce soit Emmanuel Macron, Kaja Kallas, ils produisent un certain nombre d'éléments de langage, pour parler en termes de communicants, on va dire, un certain nombre d'éléments de langage qui sont répétés ad nauseam. Je regardais un tweet d'Ursula von der Leyen sur la souveraineté de l'Ukraine qu'elle a écrit la semaine dernière. Et sur ce tweet, l'Europe s'engage à garantir la souveraineté de l'Ukraine. J'ai l'impression d'avoir vu ce tweet au moins à travers, sur le compte d'Ursula von der Leyen, au moins une dizaine de fois. Idem pour Emmanuel Macron, avec parfois quelques différences, quelques variantes, mais on est toujours sur cette litanie répétée, comme je dis, ad nauseam, parce que quand on analyse la situation actuelle, le Donbass, la Crimée, depuis la Crimée rattachée à la Russie depuis 2014, le Donbass, 2014 aussi, dont une grosse partie, la majorité est contrôlée par des séparatistes ukrainiens qui ont créé 2 républiques autoproclamées, celle de Lougansk et celle de Donetsk, rattachées à la Fédération de Russie par référendum en 2022, en octobre 2022. Et dont finalement les Russes ont profité pour conquérir d'autres territoires, essayer on va dire, ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, c'est de récupérer la totalité des frontières administratives de ces régions, de ces oblasts. Et donc, quand on regarde la réalité, quand on constate un petit peu l'état du Donbass, et quand on regarde la population du Donbass, pour y être allé, je peux vous dire qu'il n'y a plus dans le Donbass d'éléments ukrainiens. C'est une zone qui, oui, entre 1991 et 2014 faisait partie de l'Ukraine. C'est une zone qui, depuis 2014 déjà dans un premier temps, et surtout encore depuis 2022, ne comporte plus d'éléments pro-ukrainiens ou d'éléments désirant retourner, ou quasiment pas, des éléments désirant retourner sur une souveraineté de Kiev. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, imaginons que le sort des armes s'inverse et que l'Ukraine reconquiert ses frontières de 91, c'est quelques 6 ou 7 millions d'habitants qu'il va falloir déplacer. On va se retrouver avec une situation comme la Poméranie en Allemagne, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où des Allemands habitant là depuis des générations ont dû quitter cette zone pour la rendre à la Pologne
C'est là qu'a eu lieu, qu'a été tracée la frontière du rideau de fer, en fait. Donc déplacement de population, expulsion de population, si l'Ukraine reprend l'avantage. Donc cette question, ce qui paraît complètement invraisemblable quand vous regardez la réalité, et quand vous regardez la réalité de la Crimée, c'est vrai qu'il y a eu ce référendum, alors on peut dire il est illégal, mais bon, il a amené une majorité de Criméens qui ont approuvé le rattachement à la Russie. C'est vrai aussi que, imaginons que ces élections soient truquées, imaginons que ce qui n'est absolument pas établi. Je vous donne un exemple. Quand l'Ukraine a été rattachée de force par la Russie en 2014 à la Fédération de Russie, on va dire de Russie arrachée à l'Ukraine. Il existait en Crimée une garnison d'environ 15 000 hommes, 15 000 soldats ukrainiens. La totalité, ou presque, de ces soldats ukrainiens ont choisi de rester en Crimée et donc d'adhérer à la Fédération de Russie. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer que quand on dit l'Ukraine doit récupérer la Crimée, attendez, regardons les faits, regardons comment ça se passe sur place, observons un petit peu les comportements, ce que veulent les gens. Et aujourd'hui, la guerre a transformé les choses. Alors, elle a transformé les Ukrainiens aussi, puisque il est notoire que leur résistance fait que leur nation existe d'autant plus aujourd'hui qu'elle n'existait avant 2022. Où certains Ukrainiens, on va dire, naviguaient entre deux identités, l'une russe ou russophone d'Ukraine, avec des accointances avec Moscou ou avec des accointances avec Kiev. Tout ça était extrêmement fluide. Beaucoup d'Ukrainiens allaient travailler à Moscou. D'ailleurs, beaucoup d'Ukrainiens se sont réfugiés avec la guerre, côté russe aussi. Donc, l'identité était là. Disons qu'elle était nettement moins marquée et qu'une guerre, ça vous forge une identité, ça vous fait naître une nation, une guerre, même amoindrie, même pleine de cicatrices comme elle peut l'être. En tout cas, ça c'est un élément sur lequel les Russes vont devoir compter aussi. Voilà. Et pour terminer, il faut regarder, je pense, toujours ce qui se passe dans ces pays-là, en regardant le terrain et en apprenant du terrain, et non pas en plaquant sur ce conflit une réalité ou des fantasmes issus, on va dire, de rêves hypothétiques ou tels qu'on peut l'entendre parfois à longueur d'antenne sur certaines antennes françaises. Voilà. Merci beaucoup Régis. Merci Joséphine. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Rappelons aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent, s'ils apprécient, puisqu'ils apprécient nos contenus, on le voit au niveau des statistiques, qu'ils peuvent nous faire des dons aujourd'hui, dons défiscalisés. Vous verrez à la suite de cette vidéo le formulaire. N'hésitez pas, on n'a pas d'argent public, on a besoin de vous. C'est pour ça qu'on fait cet appel aux dons. Si vous nous appréciez, remerciez-nous de cette façon si vous pouvez le faire. Merci infiniment en tout cas pour votre présence, pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt.